Un an après notre divorce, mon ex-femme a écrit « Il faut qu'on parle », urgemment et j'ai répondu, une autre fois, « Je suis en rendez-vous avec ta sœur ». Le lendemain, j'ai découvert. Un an après mon divorce, mon ex-femme m'a envoyé un texto « Il faut qu'on parle ». C'est urgent. Avec un sourire en coin, j'ai répondu « Pas possible. Je suis en rendez-vous avec ta sœur ». Au lever du soleil, 2 adjoints du shérif frappaient à ma porte d'entrée en m'appelant par mon nom. Je suis resté là, en chaussettes, la moustiquaire grinçant sur ses gonds fatigués, à fixer les 2 uniformes sur mon Porsche comme s'ils étaient un mauvais rêve qui n'avait pas encore fini de se former. Rémercé, le plus grand des 2 adjoints, a posé la question, tenant déjà son bloc-notes comme s'il connaissait la réponse. « C'est moi », ai-je dit. Ma voix était stable, mais ma poitrine était serrée. Ce genre d'oppression que l'on ressent quand on est en haut d'une échelle et qu'on réalise soudain que le courant n'est pas coupé, finalement. « Monsieur, nous devons vous poser quelques questions. » Derrière eux, le gravier de l'allée crissait sous les pneus d'une autre voiture. J'ai aperçu le léger mouvement des rideaux de Madame Keller, de l'autre côté de la rue. Dans une ville juste à l'extérieur de Dayton, dans l'Ohio, rien ne se propage plus vite qu'une histoire qui commence par une voiture de police. Ce moment, debout là dans un vieux t-shirt du syndicat IBW, mon café refroidissant sur le comptoir derrière moi, c'est là que j'ai réalisé que ma vie venait de basculer à nouveau. Et pas dans le bon sens. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut rembobiner d'environ 12 heures. Mardi soir, 19h43. J'étais assis à ma table de cuisine, additionnant des reçus comme je le faisais toujours le mardi. Une vieille habitude de mes années d'électricien. Quand on travaille 30 ans avec des fils sous tension, on apprend à tout vérifier 2 fois. Les chiffres, les dates, les gens. La radio était basse. Une de ces stations de rock classique qui passent les mêmes chansons tous les soirs. Et, d'une certaine manière, c'est réconfortant quand on a 56 ans et qu'on est divorcé. C'est là que mon téléphone a vibré. « Tina, il faut qu'on parle. » Urgent. 8 mots. C'est tout ce qu'il a fallu pour que ma mâchoire se crispe. Tina Mercer, mon ex-femme depuis 27 ans. Une femme capable de vendre un sous-sol à moitié inondé comme étant, douillet et plein de caractère, et de vous convaincre que c'était votre idée. Nous étions divorcés depuis exactement 1 an, finalisé par un gris matin de mercredi, juste là, au tribunal du comté de Montgomery. Elle était partie avec le SUV le plus récent, la moitié de ma pension, et une expression sur le visage comme si elle venait de gagner quelque chose d'important. J'ai fixé l'écran. Je savais qu'il ne fallait pas répondre. Darla, mon avocate, m'avait inculqué ça des mois auparavant. Ne t'engage pas. Ne nourris pas le conflit. Mais la fierté est une chose étrange à cet âge. On pense l'avoir dépassée. Ce n'est pas le cas. J'ai tapé en retour, une autre fois. Je suis en rendez-vous avec ta sœur. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir trop y réfléchir. Était-ce mesquin? Oui. Est-ce que ça a fait du bien pendant environ 5 secondes? Aussi, oui, parce que la vérité, c'est que j'étais sur le point de sortir. Marlène Asquin m'attendait au Cracker Barrel juste à la sortie de l'Interstate 70, celui avec la porte d'entrée qui grince et la boutique de cadeaux pleine de choses dont personne n'a vraiment besoin. Marlène était la sœur cadette de Tina de 3 ans. 49 ans. Cheveux bruns tirés en arrière, regard pragmatique. C'est le genre de femme qui écoutait plus qu'elle ne parlait. Ce n'était pas un rendez-vous de vengeance. C'est important de le dire. Marlène m'avait contacté des mois auparavant, après le divorce, discrètement. Un simple message, tu ne méritais pas que ça finisse comme ça. Nous avions commencé par un café, puis un autre, puis un dîner. 2 personnes comparant leurs notes sur la même tempête. Quand je suis entré, l'odeur de café brûlé et de poulet frit m'a frappé comme toujours. Marlène était déjà dans le box, les mains enroulées autour d'une tasse. Tu as l'air tendu, dit-elle alors que je glissais en face d'elle. Longue journée, ai-je répondu. La routine habituelle. Elle a souri, juste un peu. Tina? J'ai hoché la tête. Elle m'a envoyé un texto aussi, dit Marlène. Quelque chose sur le fait que tu perdais la tête. J'ai ricané. C'est drôle comme les choses deviennent urgentes quand elles ne sont plus sous leur contrôle. Nous avons commandé du pain de viande et du thé glacé. Le cliquetis découvert. Le bourdonnement sourd des autres conversations. Des familles, des camionneurs, des retraités,
tuant le temps. La vie normale. Le genre de normalité que j'essayais de reconstruire. Marlène a ri à quelque chose que j'ai dit, un vrai rire, et pendant un instant, j'ai complètement oublié Tina. C'était le dernier moment de paix que j'aurais pour un moment. Quand je suis rentré ce soir-là, mon téléphone était illuminé comme un sapin de Noël. Des appels manqués, des numéros inconnus, une messagerie vocale que je n'ai pas écoutée. J'ai éteint le téléphone et je suis allé me coucher quand même. C'était ma deuxième erreur. Mercredi matin, 6h18. Le coup à la porte était ferme, pas agressif, mais confiant. J'ai su tout de suite que ce n'était pas un voisin. J'ai enfilé un jean, glissé dans mes chaussettes et ouvert la porte. 2 adjoints, uniforme marron, un plus vieux, un plus jeune. Le plus vieux sentait légèrement l'après-rasage et l'air froid. « Remerciez, dit-il. »« Oui, monsieur. Nous sommes ici concernant une plainte déposée hier soir. » Mon estomac s'est noué. Ils ne m'ont accusé de rien directement. Ils n'avaient pas à le faire. Des mots comme « harcèlement » et « contact indésirable » flottaient dans l'air comme des grains de poussière. « Nous avons juste besoin de votre version des faits », a dit le jeune adjoint. J'ai hoché la tête, essayant de garder une voix égale. J'ai répondu à leurs questions sur les textos, sur ma relation avec mon ex-femme, sur Marlène. Je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Après quelques minutes, ils m'ont remercié et se sont tournés pour partir. Alors qu'ils retournaient à leur voiture de patrouille, le rideau de Madame Keller a bougé à nouveau. C'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas de tourner la page. Il ne s'agissait pas de parler. Il s'agissait de levier de pression. Et quelque part entre mon texto impertinent et ce coup à la porte, Tina avait décidé de me rappeler qu'elle pouvait encore atteindre ma vie et la secouer violemment. Je suis resté là, sur le pas de la porte, longtemps après le départ de la voiture de police, pensant à une chose encore et encore, qu'est-ce qu'elle leur a raconté exactement? Et pourquoi maintenant? Je ne me suis pas rendormi après le départ des adjoints. Je suis resté debout devant l'évier de la cuisine, regardant le givre s'accrocher au bord de mon allée, écoutant le vieux réfrigérateur s'allumer et s'éteindre comme s'il réfléchissait trop à son travail. Mon café avait refroidi, mais je l'ai bu quand même. À mon âge, on apprend à ne pas gaspiller. À 8 heures, mon téléphone était rallumé. 3 nouveaux textos de Tina. Je ne les ai pas ouverts. À la place, j'ai appelé Eddie ROR. Eddie et moi avions travaillé côte à côte pendant près de 20 ans, tirant des câbles dans des usines, des écoles, des hôpitaux, partout où ils avaient besoin d'électricité et ne rechignaient pas à payer les tarifs syndicaux. Il avait pris sa retraite 1 an avant moi et, étrangement, il paraissait 10 ans plus jeune grâce à ça. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Ray, dit-il, tu as une voix affreuse. J'ai 1 minute ? Pour toi, toujours. » Je lui ai parlé du coup à la porte, de la plainte, de Tina. Il y a eu une pause sur la ligne, le genre de pause où l'on pouvait presque entendre les engrenages tourner. « Tu as un avocat ? demanda Eddie. J'en avais un pour le divorce. Je ne lui ai pas parlé depuis des mois. Tu en as besoin d'un maintenant, dit-il. Et pas un clown sur un panneau publicitaire. Tu as besoin de quelqu'un qui sait comment fonctionnent vraiment les embrouilles de petite ville. Il m'a donné un nom. Darla Ng. Elle est vive, dit Eddie. Elle ne s'effraie pas facilement et elle ne laisse pas les gens bluffer. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Le bureau de Darla se trouvait entre un salon de manucure fermé et un pressing qui sentait toujours l'amidon et le vieux parfum. L'enseigne sur la porte était simple. Pas de slogan, pas de photos souriantes issues d'une banque d'images. À l'intérieur, c'était calme, un léger bourdonnement venant d'une photocopieuse à l'arrière, l'odeur du papier et du café brûlé. Darla elle-même approchait la 50aine, cheveux tirés en arrière, lunettes de lecture perchées sur la tête. Elle ne m'a pas pressé. Elle n'a pas offert de platitude. Elle a écouté. Je lui ai tout raconté, le texto, le rendez-vous, les adjoints. J'ai fait glisser mon téléphone sur le bureau quand elle l'a demandé. Elle a lu le message de Tina 2 fois. Puis elle s'est reculée et a dit, « Il ne s'agit pas de vos sentiments. » J'ai cligné des yeux. « Pardon ? » Ça, dit-elle en tapotant l'écran, c'est une question de pression. Elle crée un dossier. Elle veut que vous réagissiez. Des textos en colère, des appels défensifs, tout ce qu'elle peut pointer du doigt en disant, vous voyez. Mes mains se sont serrées sur mes genoux. Je détestais qu'elle ait raison.
Elle a demandé à parler, ai-je dit. Elle a dit que c'était urgent. Darla a laissé échapper un petit rire bref. Pas méchant, mais pas amusé non plus. Ils disent toujours ça quand ils ont besoin que quelque chose soit signé. Ça m'a stoppé net. Elle s'est penchée en avant. Ray, est-ce que Tina vous a demandé récemment une faveur? Quelque chose lié à de la paperasse? J'ai repensé au passé. J'y ai vraiment réfléchi. Une semaine plus tôt, elle avait laissé un message vocal. Voix douce. Presque amicale. Et, j'ai juste besoin d'éclaircir un truc datant de quand on était mariés. Ça devrait être rapide. Je ne l'avais pas rappelé. Je pense que oui, dis-je lentement. Darla hocha la tête comme si elle s'y attendait. Voilà. Elle a exposé les règles comme une liste de contrôle. Plus de contact direct. Tout passe par moi. Vous ne vous justifiez auprès de personne. Pas les voisins, pas Facebook, pas la famille. Vous documentez tout. Vous restez ennuyeux. L'ennui gagne toujours. J'ai hoché la tête, bien que chaque instinct en moi voulut faire le contraire. Puis mon téléphone a sonné. Kelsey, ma fille. J'ai hésité avant de répondre, mais Darla m'a fait signe de prendre l'appel. Papa, dit Kelsey, sa voix était tendue. Tu vas bien? Je vais bien, ai-je dit. Pourquoi? Tante Tina a posté quelque chose de bizarre sur le fait d'avoir peur, de devoir se protéger. Les gens commentent. Ma poitrine me faisait mal. C'était exactement ce que j'avais espéré éviter. Je m'en occupe, ai-je dit. Je le promets. Après avoir raccroché, je suis resté assis là à fixer le mur. Darla m'observait attentivement. C'est la partie qui fait mal, dit-elle. Quand ça s'infiltre dans la vie de vos enfants. Elle sait exactement où frapper, ai-je confirmé. Darla a sorti un dossier du tiroir de son bureau. Voici ce que je pense qu'il se passe, dit-elle. Votre ex a des ennuis. De vrais ennuis. Et elle a besoin que votre nom soit rattaché à quelque chose pour s'en sortir. Quel genre d'ennui? Financier, dit Darla. Peut-être légaux. Je vais commencer à sortir les dossiers, mais le timing correspond trop bien. J'ai expiré lentement. Donc cette discussion urgente n'a jamais été pour tourner la page, a conclu Darla. C'était pour obtenir un consentement. J'ai pensé à Marlène, au regard fatigué dans ses yeux la veille au soir. Sur le chemin du retour, elle m'a appelé. Elle appelle tout le monde, a dit Marlène, disant que tu es instable, que tu essaies de lui faire du mal. J'ai agrippé le volant. La fissure familière dans le tableau de bord attrapait la lumière du soleil juste sous le mauvais angle. Je suis désolé, ai-je dit. Je n'ai jamais voulu que tu sois entraîné là-dedans. Il y a eu une pause. Ray, dit-elle doucement. Elle a peur. Je ne l'ai jamais entendue comme ça. Cela aurait dû me réconforter. Au lieu de cela, ça m'a donné la chair de poule. Ce soir-là, Darla m'a envoyé un email d'une phrase, elle va passer à la vitesse supérieure. J'ai fixé l'écran, la radio murmurant en arrière-plan, et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas encore totalement accepté. Tina n'en avait pas fini avec moi. Elle ne faisait que commencer. Dès jeudi matin, la rumeur avait pris de l'ampleur. Je l'ai senti avant de le voir. Quand on vit assez longtemps dans un endroit comme le nôtre, on développe un sens pour savoir quand l'air change. C'est dans la façon dont les gens font une pause une demi-seconde trop longue avant de parler. C'est dans la façon dont les sourires cessent d'atteindre les yeux. Je me suis garé sur le parking de ma première inspection de la journée, une petite maison de plein pied à l'extérieur de Fairborn, et je suis resté assis dans mon camion un moment, les mains posées sur le volant. La radio était basse, une émission de débat, se disputant sur des choses qui ne m'affectaient pas. Je l'ai éteinte. Mon téléphone a vibré. Une notification par email. Inspection annulée. Aucune explication, juste annulée. J'ai froncé les sourcils et vérifié mon calendrier. C'était $500 qui s'envolaient. Pas de la monnaie de poche, mais l'argent des courses, l'argent des factures, l'argent de la tranquillité d'esprit. J'ai fait défiler l'écran. C'était là. Une toute nouvelle critique, une étoile. Non professionnelle. M'a mis mal à l'aise. Je ne recommanderais pas, mon nom n'était pas sali directement. C'était la partie intelligente.
Juste assez de boue pour que les gens se posent des questions. Ma poitrine s'est serrée, chaude et vive. Je pouvais pratiquement entendre la voix de Tina dans ma tête. Je n'ai jamais dit que c'était toi, Ray. Je voulais riposter. Appeler le client. Poster ma version. M'expliquer. Au lieu de ça, j'ai appelé Darla. N'y touchez pas, dit-elle immédiatement. Faites une capture d'écran. Sauvegardez l'horodatage. C'est tout. Ça me coûte du travail, ai-je craqué. Je sais, dit-elle, calme comme toujours. Et c'est exactement pour ça que vous ne réagissez pas. C'est un appât. J'ai raccroché et je suis resté assis là plus longtemps que je n'aurais dû. Quand je suis finalement sorti du camion, j'ai remarqué autre chose. Le voisin d'en face, un homme âgé qui lavait sa voiture, a levé les yeux, m'a vu, et a détourné le regard. Celui-là a fait plus mal que la critique. À l'heure du déjeuner, j'avais perdu 2 autres rendez-vous. J'ai fini dans un dîner où j'allais depuis mes jours d'apprentissage. Les mêmes tabourets en vinyle craquelé, la même odeur de pain grillé brûlé. La serveuse, Linda, a versé mon café sans demander, puis a hésité. « Tu vas bien, Ray ?» demanda-t-elle. J'ai levé les yeux. Pourquoi? Elle a changé de pied d'appui. Juste les gens qui parlent. Ça y était. J'ai forcé un sourire. Je vais bien. Elle a hoché la tête, mais ce n'était pas convaincant. J'ai fixé mon café, regardant la vapeur s'enrouler, et j'ai pensé à la vitesse à laquelle une réputation peut s'effilocher. J'avais passé des décennies à construire la mienne, à arriver à l'heure, à réparer ce que j'avais dit que je réparerais, à serrer des mains en étant sincère. Et maintenant, ça me glissait entre les doigts parce que quelqu'un avait décidé de chuchoter au lieu de parler. Cet après-midi-là, Marlène a appelé. Sa voix semblait tendue. Elle dit aux gens que tu la harcèles. J'ai ri une fois, un rire sec et sans humour. Drôle, considérant que c'est elle qui fait exploser ma vie. Il y a eu une pause. Puis Marlène a dit quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Ray, comment semble-t-elle savoir où tu es? Elle a mentionné le dîner, l'inspection à Fairborn. J'ai senti une étincelle de doute s'allumer dans ma poitrine. Ce n'était pas juste. Je le savais, mais le doute se fiche de la justice. Marlène, ai-je dit prudemment. Est-ce que tu lui parles? Silence. Trop long. Mon estomac a coulé. Je ne voulais pas dire. Commença-t-elle avant de s'arrêter. Je te jure, Ray, je ne lui donne rien. Elle a toujours accès aux anciennes conversations de groupe. La famille, les amis. Elle pose des questions comme si elle était inquiète. J'ai fermé les yeux et expiré. La honte me brûlait les joues. Je suis désolé, ai-je dit. Je n'aurais pas dû demander ça comme ça. Je comprends, dit-elle doucement. Elle fait douter tout le monde d'eux-mêmes. Ce soir-là, Darla m'a appelé elle-même. J'ai sorti votre rapport de crédit, dit-elle. Ray, il y a un compte ici que vous n'avez pas ouvert. Mon cœur a raté un battement. Quel genre de compte? Une ligne de crédit, dit-elle. Récente, substantielle. J'ai agrippé le bord du comptoir de la cuisine, le stratifié froid sous mes doigts. Je n'ai rien signé, ai-je dit. Je sais, répondit Darla. C'est pour ça que nous devons parler demain. J'ai raccroché et je suis resté là dans la maison silencieuse, le bourdonnement du réfrigérateur soudain bruyant. J'ai pensé à toutes les fois où Tina m'avait poussé des papiers tard le soir. Signe juste, chérie. Je m'en occupe. J'étais fatigué à l'époque. Je lui faisais confiance. Maintenant, je me demandais combien de fils j'avais laissés sous tension derrière les murs. Darla n'a pas perdu de temps à me ménager. Elle a étalé les papiers sur son bureau le lendemain matin comme un mécanicien disposant des pièces cassées. Ray, dit-elle en tapotant une page, cette ligne de crédit a été ouverte il y a 3 mois. Elle est liée à une SARL dans laquelle votre ex-femme est impliquée et elle est rattachée à votre nom. J'ai fixé les chiffres. Ils ne semblaient pas réels. Ils ressemblaient au problème de quelqu'un d'autre jusqu'à ce que je voie ma propre signature au bas d'un document scanné, ou quelque chose qui y ressemblait. Ce n'est pas mon écriture, ai-je dit. Je sais, répondit Darla. Mais c'est assez proche pour soulever des questions. Assez proche pour mettre les prêteurs à l'aise. Assez proche pour vous faire peur. Mes mains ont commencé à trembler.
C'étaient les mêmes mains qui avaient l'habitude de dénuder l'isolation sans entailler le cuivre. Les mêmes mains qui n'avaient jamais tremblé sur une échelle. Maintenant, elles semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Elle a utilisé une vieille autorisation, a continué Darla. Quelque chose datant de quand vous étiez mariés, un document qui lui donnait un pouvoir limité pour agir en votre nom. Il aurait dû expirer, mais elle s'est appuyée dessus quand même. J'ai avalé difficilement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle vous a traité comme un générateur de secours, dit Darla. Quelque chose qu'elle pouvait allumer quand son alimentation principale tombait en panne. Les mots sont tombés lourdement. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence, la radio éteinte, chaque kilomètre me donnant plus de temps pour penser à quel point j'avais été aveugle. Le garage sentait la poussière et l'huile de moteur. J'ai descendu des boîtes des étagères, de vieux dossiers fiscaux, des manuels d'appareils, des classeurs que Tina avait étiquetés de son écriture soignée et penchée. J'ai éternué alors qu'un nuage de poussière s'élevait. Mes yeux brûlaient. Dans le fond d'une boîte, je l'ai trouvé. Un dossier fin avec l'entête de l'agence immobilière de Tina. À l'intérieur se trouvaient des copies de vieux actes, des relevés de prêts, et un formulaire d'autorisation décoloré que je me rappelais à peine avoir signé des années auparavant après une journée de 16 heures. Juste au cas où, avait-elle dit à l'époque. Je me suis assis sur le sol en béton froid et j'ai ri doucement, le son sonnant creux à mes propres oreilles. Ce soir-là, Marlène est passée. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, incertaine, comme si elle ne voulait pas franchir une ligne invisible. Elle m'a encore appelé, dit Marlène. Elle m'a demandé de signer quelque chose. Elle a dit que ça éclaircirait les choses. Mon estomac s'est retourné. Est-ce que tu l'as fait? Ai-je demandé. Non, dit-elle fermement. Je lui ai dit non. Et puis elle m'a dit que je choisissais mon camp. J'ai hoché la tête lentement. Tu n'as pas choisi de camp. Elle, si. Les épaules de Marlène se sont affaissées, le soulagement inondant son visage. Je suis fatigué, Ray. Moi aussi, ai-je dit. Le lendemain, Darla a exposé le plan. Pas d'embuscade, dit-elle. Pas de menaces, pas d'éclat de voix. Nous allons laisser la paperasse parler. Elle a expliqué étape par étape. Assignation à comparaître, demande de dossier, chronologie, date et signatures empilées comme des briques. Elle a un événement la semaine prochaine, dit Darla. Un déjeuner de la chambre de commerce. Elle parle d'éthique et d'immobilier. J'ai ricané. Ça ne s'invente pas, Darla a souri finement. C'est là que nous mettons fin à tout ça. J'ai senti un nœud se resserrer dans ma poitrine. En public? Propre, corrigea-t-elle. Légal et avec témoin. J'ai pensé à mes voisins, à ma fille, au regard que j'avais reçu toute la semaine. Faisons-le, ai-je dit. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond, écoutant la maison travailler. Chaque craquement sonnait comme une question. Je ne cherchais plus la vengeance. Je cherchais à récupérer mon nom. Le parking était déjà à moitié plein quand je suis arrivé. Salle de bal d'hôtel près de l'autoroute, mur beige, grande porte vitrée, une bannière devant qui disait « Déjeuner de la chambre de commerce, construire la confiance dans notre communauté ». Je suis resté assis dans mon camion plus longtemps que nécessaire. Les mains sur le volant, le moteur tournant au ralenti. La fissure familière dans le tableau de bord attrapait la lumière du soleil. La même fissure que j'avais regardée tous les jours pendant des années. J'ai pensé à faire demi-tour. J'ai pensé à quel point ce serait paisible de simplement rentrer chez moi et de laisser Darla s'en occuper sans moi. Mais ce n'était pas comme ça que ça finissait. J'ai coupé le moteur. À l'intérieur, l'endroit sentait le poulet trop cuit et le café léger, des tables rondes couvertes de nappes blanches, des badges, des rires polis qui s'arrêtaient juste un peu trop vite quand les gens me reconnaissaient. J'ai gardé la tête haute. Darla était déjà là, debout près du fond, avec un dossier en cuir coincé sous le bras. Elle m'a fait un petit signe de tête. Calme, stable. Vous êtes prêt? Demanda-t-elle doucement. Non, ai-je dit, mais allons-y quand même. Tina était à l'autre bout de la pièce. Elle était belle. Elle l'était toujours quand il y avait un public. Coiffure parfaite, sourire travaillé, naviguant dans la salle comme si elle lui appartenait. Quand elle m'a vu, son sourire a vacillé juste une seconde. Puis il est revenu, plus tranchant. Elle s'est détournée.
Nous avons pris des sièges près de l'allée. Je pouvais entendre les chuchotements onduler dans la pièce. C'est lui. J'ai entendu. Elle a l'air nerveuse aujourd'hui. Le président de la chambre est monté sur l'estrade et s'est raclé la gorge. Un microphone a émis un petit bruit sec. Il a remercié les sponsors, fait des blagues qui ont été accueillies poliment. Puis il a présenté Tina, un exemple d'intégrité dans l'immobilier local, a-t-il dit. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Tina s'est avancée, confiante, les mains reposant légèrement sur le pupitre. Elle a commencé à parler de confiance, de transparence, de faire les choses de la bonne manière. Chaque mot ressemblait à du sable entre mes dents. Darla s'est penchée vers moi. Attendez, a-t-elle chuchoté. Tina était au milieu d'une phrase quand Darla s'est levée. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas interrompu grossièrement. Elle a attendu une pause. Puis elle a dit, claire et professionnelle, excusez-moi, je suis maître Darla NG. J'ai des documents qui doivent être formellement présentés. La salle est devenue silencieuse. Des papiers ont bruissé, des chaises ont bougé. Tina s'est figée. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle, la voix tendue. Darla s'est avancée et a placé le dossier sur le pupitre. Une page, puis une autre. Des dates, des signatures, des chronologies. Ces documents montrent que le nom de Monsieur Ray Mercé a été utilisé sans son consentement éclairé pour obtenir un financement lié à une SARL associée à Madame Mercé, dit Darla d'un ton égal. Des murmures ont parcouru la salle. Le visage de Tina s'est vidé de sa couleur. C'est du harcèlement, a-t-elle claqué. Il est obsédé. Marlène s'est levée. Sa voix tremblait, mais elle ne s'est pas rassise. Elle m'a demandé de signer de faux papiers, aussi, a dit Marlène. J'ai refusé. Puis elle s'est tournée vers nous deux. Le silence était lourd maintenant. Un des courtiers près du devant s'est penché en avant, scrutant les documents. Puis un autre. Un homme que je reconnaissais, un gros investisseur à la voix forte, s'est levé brusquement. Si c'est exact, dit-il, je me retire. Immédiatement. C'était ça. C'était le bruit du sol se dérobant sous ses pieds. Tina a ouvert la bouche et l'a refermée. Ses mains tremblaient sur le pupitre. Pas de larmes cette fois, juste de la panique. Je me suis levé. Je n'ai pas dit grand-chose. Je n'en avais pas besoin. Je veux juste récupérer mon nom, ai-je dit. C'était suffisant. Dehors, l'air était vif et froid, le genre qui mord l'intérieur du nez et rend tout trop réel. Les gens sortaient de la salle de bal par petits groupes, prétendant avoir quelque chose d'autre à faire ailleurs. Personne ne voulait être surpris près d'un incendie une fois qu'ils avaient réalisé qu'il était chaud. Darla marchait à côté de moi, ses talons claquant sur le trottoir, son dossier coincé sous le bras comme s'il ne pesait rien. Marlène suivait quelques pas derrière, les bras croisés serrés sur sa poitrine. J'étais arrivé à mi-chemin de mon camion quand la voix de Tina a tranché l'air. Ray ? Je ne me suis pas retourné tout de suite. Je ne le voulais pas. Je voulais continuer à marcher, continuer à respirer, garder mes mains stables sur les clés comme si plus rien ne pouvait m'atteindre. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Je me suis retourné. Tina est arrivée vite, ses talons glissant légèrement sur le béton. Son visage était tendu, rouge d'humiliation et de colère. Le masque d'agent immobilier poli avait disparu. C'était la Tina dont je me souvenais des pires nuits de notre mariage. Les yeux brillants de fureur, la bouche formant déjà la prochaine accusation. Comment oses-tu ? Siffla-t-elle. Tu es venu là-dedans pour me détruire. Darla s'est avancée calmement. Mademoiselle Mercé, toute communication future avec Monsieur Mercé passera par mon bureau. Tina l'a ignoré. As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire ? M'a lancé Tina. Tu m'as humilié devant tout le monde. Tu as toujours eu besoin d'être la victime. J'ai laissé échapper un souffle lent. Mon cœur battait encore la chamade, mais ce n'était plus de la panique. C'était quelque chose de plus stable, comme le courant qui revient après une tempête. Tu as fait ça toute seule, ai-je dit doucement. Les yeux de Tina ont basculé vers Marlène. Et toi, cracha-t-elle, après tout ce que j'ai fait pour toi. La voix de Marlène était basse, presque triste. Tu n'as pas fait les choses pour moi, Tina. Tu as fait des choses pour pouvoir les tenir au-dessus de ma tête. Pendant une seconde, Tina a eu l'air de vouloir pleurer.
Puis son visage s'est durci à nouveau. Ce n'est pas fini, dit-elle en me pointant du doigt. Tu crois que ton petit tour de passe-passe administratif arrange ça? Tu vas le regretter. Darla n'a pas bronché. Les menaces sont notées, dit-elle en sortant son téléphone. Voulez-vous répéter cela pour l'enregistrement? La bouche de Tina s'est ouverte, puis fermée. Elle a reculé d'un demi-pas. Derrière elle, au loin, quelqu'un a ri maladroitement, trop fort, trop forcé. Tina s'est retournée et est partie en trombe vers le parking. Je suis resté là, à la regarder partir, mon souffle sortant en bouffées blanches. Mes mains étaient froides, mais elles ne tremblaient plus. Marlène s'est approchée de moi. Tu vas bien? Demanda-t-elle. J'ai fixé mon camion un moment. Je ne sais pas encore ce que je suis. C'était la vérité. Je ne célébrais pas. Pas vraiment. Je n'étais pas du genre à sabrer le champagne ou à organiser une fête. J'étais un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie à s'assurer que les lumières restaient allumées même quand le bâtiment s'effondrait. Mais en montant dans mon F-150, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Du soulagement. Les semaines suivantes n'ont pas été simples. Les gens aiment penser que les histoires de vengeance se terminent au moment où le méchant est démasqué, mais la vraie vie n'est pas un film. C'est de la paperasse, des appels téléphoniques et de l'attente. Darla a déposé des contestations, envoyé des lettres recommandées, passé des appels qui se terminaient par de longs silences à l'autre bout du fil. J'ai dû expliquer les choses plus de fois que je ne le voulais. Pas en ligne, pas publiquement, mais discrètement au téléphone avec des prêteurs, avec des clients, avec quelques vieux amis qui méritaient la vérité. Certaines personnes m'ont cru tout de suite. D'autres non. Et ça a fait mal. Mais lentement, ça a changé. Un client qui avait annulé a rappelé. Excuse maladroite. Je suppose que je n'aurais pas dû écouter Facebook. Une nouvelle critique est apparue. Ray est honnête. A repéré une fissure dans les fondations que le vendeur essayait de cacher. Nous a fait économiser des milliers de dollars. Je l'ai lu 2 fois. Puis je me suis assis dans ma cuisine et j'ai laissé mes épaules retomber. Un après-midi, Kelsey a rappelé. Papa, dit-elle, les gens changent de discours. Tante Tina est calme. J'ai souri doucement. Bien. Il y a eu une pause. Je suis fier de toi, dit Kelsey. Tu n'as pas perdu ton sang-froid. J'ai avalé difficilement. J'ai failli. Ouais, dit-elle. Mais tu ne l'as pas fait. Après cet appel, je suis resté assis longtemps en silence, écoutant la maison travailler, réalisant à quel point j'avais besoin d'entendre ces mots. Marlène et moi avons gardé les choses simples. Pas de grandes déclarations, pas de romances dramatiques, juste du café, des dîners, un soutien tranquille. Un soir pluvieux, nous étions assis dans le même dîner où j'avais déjeuné pendant le pire des rumeurs. La pluie tapait contre la fenêtre en rythme régulier. L'odeur de bacon et de café frais remplissait l'air. Marlène remuait sa tasse lentement. Tu regrettes de lui avoir envoyé ce texto, demanda-t-elle avec un demi-sourire. J'ai ri doucement. À chaque fois que j'y pense. Mais elle a insisté. Mais, ai-je admis, c'était l'étincelle. Ça lui a montré qu'elle ne pouvait plus me contrôler. Marlène a hoché la tête. Et ça m'a montré que je n'avais plus besoin d'avoir peur d'elle. Je l'ai regardée, vraiment regardée, la force fatiguée sur son visage, la façon dont elle s'était levée dans cette salle de bal même si elle tremblait. Tu as aidé, ai-je dit doucement. Elle a haussé les épaules, mais ses yeux se sont adoucis. J'ai dit la vérité, c'est tout. C'est tout. Drôle comme les choses deviennent simples quand on arrête de laisser quelqu'un les tordre. Voici ce que j'ai appris, et je vais le dire franchement. À notre âge, la vengeance ne consiste pas à gagner un concours de cris. Il ne s'agit pas d'humilier quelqu'un pour le sport. Il s'agit de protéger ce qu'il vous reste, votre nom, votre paix, votre avenir. J'ai passé la majeure partie de ma vie à penser que si je travaillais dur et que je restais silencieux, les choses s'arrangeraient. Mais le silence n'est pas toujours une force. Parfois, le silence ne fait que donner à quelqu'un l'espace pour mentir. La vérité, la vraie vérité, appuyée par des dates, des signatures et des reçus, tient mieux que n'importe quelle histoire que quelqu'un raconte sur Facebook. Et s'il y a une chose que j'espère que vous retiendrez de mon gâchis, c'est ceci, ne laissez pas quelqu'un d'autre écrire votre histoire.
Pas à 30 ans, pas à 56 ans, jamais. Si quelqu'un a déjà traîné votre nom dans la boue, j'aimerais savoir comment vous l'avez géré. Partagez votre histoire dans les commentaires. Parfois, les meilleurs conseils viennent de gens qui l'ont vécu. Et si vous voulez plus d'histoires ancrées dans la vie réelle comme celle-ci, des histoires sur la dignité, les conséquences et le fait de retrouver son équilibre, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Ça aide à faire venir ces histoires, et ça permet à d'autres personnes de les trouver aussi.